Et salut à tous, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la demi-finale de l'Open Qualifier Saint-Ibar. Euh, j'ai sauté quelques matchs, notamment déjà le quart de finale, parce que nous avions un miroir et duo, aucun intérêt, hein. Ezio était complètement banni, donc le, je ne trouve pas d'intérêt à diffuser ce match. Euh, donc j'ai skip quelques match-up peut-être un peu moins intéressants ou vraiment trop unilatéral pour passer directement sur cette demi-finale. Nous allons voir s'affronter Flemmoir contre Azusa. Euh, un match-up assez intéressant. Nous avons un pack très aggro contre un pack un peu plus combo. On va pouvoir voir ça tous ensemble. Et bien sûr, je le dis, grand merci aux arpenteurs du Limousin qui organisent cet Open Qualifier et qui m'ont permis de venir poser une caméra pendant leur événement alors qu'il y avait déjà une autre team, enfin une autre équipe d'enregistrement prévue. Allez, sur ce, on va voir ce match ensemble. Donc Azusa, alors on va d'abord commencer par Mémoire, moto, qui peut être castée pour 2 en Rakdos et qui peut être transformée du coup en une moto menace contact mortel et qui, quand elle va infliger des blessures, pour chaque blessure infligée, elle va exiler une carte du dessus de, de sa bibliothèque pour chaque blessure infligée. Et il pourra ensuite, grâce à la capa de moto, de pouvoir récupérer ces cartes. Alors, nous avons un terrain assez rapide. Alors ça a été très très rapide. On a eu un land drop par Azusa, saisie dépensée sur moto, et Azusa qui est très très vite arrivé on board sur un T2. Donc un petit peu compliqué là à suivre. N'hésitez pas à faire une petite pause au fur et à mesure de la vidéo pour prendre le temps de lire les cartes. Azusa qui a été mis hors phase grâce au land. J'ai plus le nom du land exactement, puis je l'ai pas fait apparaître. Donc on a une Sowing Microspawn qui a été castée par Azusa, qui quand elle est castée, il va pouvoir aller chercher un land qui arrive sur champ de bataille. Alors il ne l'a pas kické, il n'avait pas le mana pour le faire. Et par contre, là, ça pourrait être très très compliqué pour Azusa. On n'a pas de forêt de base dans l'immédiat, et on a une Blue Moon qui est arrivée. On va pas pouvoir faire grand chose. C'est un petit peu compliqué, Blue Moon, de toute façon, contre les Packlands, c'est tout de même quelque chose d'assez violent. Surtout qu'en plus, on a ce marais qui va nous permettre de pouvoir jouer un petit peu ce qu'on veut. Oh, il y a de la jolie carte en main. Je vois Tangle Wire. On caste une Chandler. Ah là, on pose son board. On n'a pas encore le. Par contre, comment? Ah oui, il a discard sa main à cause du carnage. Donc là, en fait, là, Blood Moon peut très facilement faire toute la game, quoi. On a une Inquisition de Kozilek qui ne peut prendre que le Harbor, qui lui permet en ETB de poser un land depuis sa main sur le champ de bataille. Il ne reste que l'enchantement, alors je n'ai plus le nom. Je sais que j'ai fait apparaître la carte, mais là, comme ça, je ne saurais plus le nom. C'est une des cartes de Mort de Brune. Euh, on a enfin cette forêt. Alors, ouais, là, du coup, je l'ai fait apparaître un peu sur le côté. Donc là, on va faire une Walk in Closet. Il va pouvoir jouer des lands depuis son cimetière. Il a un lien au cimetière et cette Blue Moon qui bloque un peu tout le reste, donc un petit peu compliqué. Pour deux, on craque une clou, on va piocher. On a la créature qui va faire un Blood Token. C'est Harvester. Quand il OTB, il va créer un Blood Token. Il peut sacrifier, l'engager et la sacrifier.
et faire qu'une créature prend -X ou X et 2 fois le nombre de blood tokens qu'il contrôle. Bon là je pense que pour Azusa ça va être quand même assez compliqué pour revenir là-dessus. Là ça va être quand même assez compliqué de revenir là-dessus. Ouais. Il concède, il passe à la next. De toute façon il lui reste que 8 PV, on a ce Blood Moon qui bloque pas mal de choses, on n'a plus rien en main. Même pas essayer de se dire on va essayer de jouer autre chose. À la limite il aurait pioché Boseiju, à la limite, vu qu'il a quand même un basique vert. Il aurait pu essayer de gérer cette Blue Moon et essayer d'enchaîner, mais c'est quand même compliqué. Même sans forcément connaître le pack, je pense pas qu'il aurait pu revenir là-dessus. En tout cas, ça me semble quand même assez. Ok, donc on start sur une expedition map pour deux pouvoir. Il va pouvoir aller chercher un land. Donc, on prend une duresse. On va se prendre une duresse. On a Scutworm. J'ai un doute sur le nom. Mais on a le charme de l'archmage. Enfin, de l'archdruide. On vient de piocher une Windswept. Enfin, le fetch vers le land. Pour deux, là, il peut jouer en éphémère. On tente pas le. Ah non, il veut sûrement faire la map. Donc on caste moto. On va sacrifier cette map. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher comme land? Potentiellement Mésophyte. Ouais. Ouais, dans l'immédiat, Mésophyte fera quand même un peu plus de value que Glacial Chasm. Parce que Glacial Chasm avec le trigger de. Comment dire? Je sais plus le nom du trigger exact. De devoir piocher une carte. Enfin, de devoir payer de points de vie à chaque fois. Enfin, de plus à chaque entretien. Alors, on caste Azusa qui va nous permettre de poser Mésophyte et cette Windswept. J'ai eu du mal à reconnaître le fetch quand j'ai fait le montage de la vidéo. J'ai eu beaucoup de mal. Je me demandais, qu'est-ce que c'est que cette carte? J'ai fini par trouver, comprendre que c'était un fetch. J'ai pris le temps de réussir à trouver le fetch. Alors, on va vouloir faire un DT. DT. On est parti chercher Blood Moon. Ça, j'avais pas vu quand j'avais fait le montage. On est parti chercher cette Blood Moon directement. Alors après, la côté Azusa, on est quand même pas trop mal. On a... Ok, bon, Azusa se fait gérer. On a quand même 3 basiques verts. Donc on est un petit peu moins embêté par rapport à la partie juste avant. On va quand même pouvoir faire des choses. On a du mana. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Alors je ne saurais pas vous nommer toutes les cartes qu'il a en main. J'ai vu les cartes, je les reconnais plus ou moins, mais j'ai plus du tout les noms en tête. Donc on va vouloir caster, ok. Ah mais c'est ça, c'était le Swarm. Donc là il va faire un land, du coup, bon, il inverse pas, mais on sait que c'est ça. Il paye 3 points de vie pour que ça arrive d'étape. On va avoir un trigger du Swarm, euh, qui va faire une copie, vu qu'il contrôle 6 landes. Ok, donc on va fetcher sur. Alors c'est un land des Frigid Rain, si je dis pas de bêtises, qui a le type forêt aussi. Qui en ETB va faire une food. C'est la maison de Baba Yaga, on a comme ça. Enfin, moi ça me fait penser à ça. Euh, du coup on a eu un double trigger du Scud Swarm. Euh, et on enchaîne sur Blood Moon et Ghost Vacuum. Côté,
côté moto. Alors, Ghost qui peut être très embêtant là, du coup, pour le joueur d'Azusa, étant donné qu'on peut essayer de vouloir dégager les lampes potentielles. Mais sans plus. Mais c'est vrai que Azusa ayant pour habitude de réussir à jouer un petit peu avec ce qu'il a au cimetière, ça peut l'embêter un petit peu, le ralentir. Là, on va vouloir faire un Rim Uncharted, donc il va aller chercher jusqu'à 4 landes. Alors, c'est pas jusqu'à, il va chercher 4 landes. Donc, il est allé chercher une forêt, Command Tower, Prismatic Vista, et du coup, ce land dont je n'arriverai plus à mettre le nom dessus. Je dirais Horizon of Progress, mais j'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute. Mais c'est sûr que c'est quand il arrive en ETB, il va pouvoir mettre hors phase un permanent non terrain qu'il contrôle, je crois pas. Il va faire passer quelque chose hors phase. Donc on va avoir un trigger landfall du Scud Swarm. Donc là on va faire 4 copies. Ça c'est excessivement fort cette créature pour ça. C'est à partir du moment où il contrôle 6 landes, à partir du moment où il va contrôler 6 landes ou plus, le... il va à chaque fois faire des copies du Scud Swarm directement. Et ok, donc on fait une Life from the Loam. On va vouloir target 3 landes, la forêt et deux autres landes, la Windswept et le land qui fait. Alors là, là, ça commence à faire beaucoup. Là. Donc là, on a 12, 16. Donc là, on commence à avoir du token. Enfin, on commence à avoir de la créature. On a 16, ça fait 38, 38 et 4, 42. On a 42 créatures. 42 copies du Scud Sword. 42 copies. C'est quand même assez énorme. Ah tiens, j'ai oublié cette carte sur montage. Le pyromanceur guéri, si j'ai pas de bêtises. En ETB, il peut défausser. Non, il défausse 2 cartes de sa main et le, il repioche, il en repioche 2. Et s'il défausse des cartes non terrain, si je dis pas de bêtises, le- il fait 2 élémentaux. Bon, du coup, ouais, c'est une victoire assez imposante de la part de Azusa sur ce match. Voilà, c'était un peu garanti là. Ce Scott Swarm qui arrive à rester en place, surtout quand il arrive au moment où Azusa pose son 6ème land. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ben, ça va commencer à devenir disproportionnel. À chaque fois, c'est toujours euh, doublé. Donc il est là, 6ème land, on passe à 2 Scott Swarm, on pose la 7ème land, enfin, on pose un nouveau land, on va en refaire 2, donc on passe à 4, ensuite 8, 16, 32, etc. etc., etc. Et ça devient assez violent. Ok, donc on fait une inquisition de Kozilek qui va rien prendre parce qu'on est full land. Donc on a toujours ce land. Donc je n'arriverai pas à dire le nom. On a une Dardep, on a une Warung de Marée Bozeju. On a vraiment gardé une main full land. Je suis assez étonné. Après, je saurais pas dire ce qui est plus opti ou pas. Bon, après, là pour le coup, c'est quand même avantageux dans le sens où acquisition de Kozilek, ça fait prout. Ça donne juste l'info à son impôt. Ok, pour 2, on caste moto. Le living metal, du coup, pour préciser, pour ceux qui peut-être qui ne connaissent pas, c'est un espèce de comment dire de véhicule. Enfin, c'est spécifique aux Transformers. En gros, le living metal fait que l'artefact, enfin le créature est enfin, le véhicule est une créature pendant son tour sans avoir besoin de payer un coup de crew.
Mais par contre, voilà, il n'y a pas de coup de cours. Donc ça ne peut être une créature que pendant son propre tour. Et ça peut être très dangereux, surtout en plus, par exemple, sur des trucs comme Fatal Push, il faut s'en méfier. Parce que moi, le premier, je me suis toujours parti un peu dans le truc où, ok, ben, il le casse pour 2, donc son CCM est de 2. En fait, non, son CCM de base est 3. Donc sur du Fatal Push, si vous n'avez pas eu un permanent qui a quitté le champ de bataille pendant ce tour-là, et bien vous l'avez dans l'os, vous ne pouvez pas détruire sa créature. Si vous voulez le faire pendant son tour, il faut absolument que, sur vraiment l'exemple pur de Fatal Push, il faut que vous puissiez sacrifier un permanent. On a une fable, Brise Miroir, qui a été posée côté moto. Ça va très vite, hein. Là, on voit quand même qu'on a de très très bons joueurs, hein. Bah, c'est deux joueurs de la team TJ Prime, hein, dans la Prime Squad. Je pense que vous les avez reconnus. Alors, moi, qui suis très très mauvais avec les noms, bah, nous avons Koresh à droite. Le joueur de gauche, j'ai un gros doute sur son nom. Je ne saurais plus le citer. Et j'en suis vraiment désolé, hein, auprès des joueurs et même auprès du joueur en lui-même. Je suis pas un très très bon connaisseur des joueurs. Je commence un petit peu à connaître à force de rencontrer les joueurs sur les tournois. On va vouloir faire un Baroglyph. Baroglyph là qui peut être assez puissant. On a créature artefact, rituel, land, éphémère. On est au moins 5. 6. Créature artefact, land, rituel, éphémère. Je vois que 5. Peut-être un type que je vois pas. Peut-être un enchantement que je vois pas, mais ça m'étonne. 6, ça me paraît énorme. Il n'a pas de marqueur à proprement parler. Alors du coup, ok, donc on a fait une arène de gloire pour pouvoir attaquer avec ce Baroglyph. On descend un démonique tutor, on a le Pierre, on a Urborg, Command Tower, et on a remonté Kellogg, trésor de Kellogg's. On va faire un Interglyph. Ah, là, ça peut devenir très dangereux, hein. Pour Azusa, on a quand même des très très gros body qui fonctionnent avec les types de créatures dans le cimetière, pas de type de cartes dans le cimetière. Là, c'est. Alors, Interglyph, c'est plus dans le cimetière du coup de son contrôleur. On est quand même en bonne position côté flémoire, hein. Là, ça peut être très compliqué pour le joueur d'Azusa, hein, de revenir là-dessus. Je le vois même mal revenir là-dessus, hein. On va vouloir faire une Drift Fugue. Regarder la main de son oppo. Il n'y a rien. Étant donné qu'on fait pas le cleave, on le casse juste pour 1. On voit juste du coup ça de Dark Depth qu'on avait déjà vu en début de partie. Et on fait une Bobble d'Urza. Ok, donc on fait le dredge 3 de Life from the Loam. Donc au lieu de piocher, en fait, on peut meuler les 3 cartes de la bibliothèque pour remonter cette carte en main. Donc on va vouloir recaster Life from the Loam. Récupérer 3 landes qu'on va lander directement grâce à Azusa. On va faire un Woodland Bellower. Quand il arrive sur champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une créature verte non légendaire avec un CCM de 3 ou moins et la mettre sur le champ de bataille. On va aller chercher du coup Endurance. Endurance qui va aller remettre les cartes du cimetière d'un joueur en dessous de sa bibliothèque dans n'importe quel ordre.
un joueur ciblé. Donc ça permet de redescendre du coup le barreau à deux types. À deux types et on n'a qu'un seul type pour le Nethergoyf. Donc nous avons une 1, 2 et 2, 3 pour l'instant. Ça permet quand même de faire de pouvoir faire quelques bêtises. Bon. On arrive du coup sur la troisième résolution de la carte du Bérissime Miroir qui va se transformer en réflexion Kigijiki. C'est une 2-2 qui pour 1 on peut l'engager. En gros c'est un Kigijiki. Hein. Il va pouvoir créer une copie d'une créature non légendaire qu'il contrôle. Euh, le jeton aura la série et sera exilé à la fin du tour. Ça le met dans l'invocation, donc on ne va pas pouvoir non plus essayer d'en abuser. On propose de recaster Moto pour 4. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ok, donc on refait un Dredge 3, ce qui est logique en soi. On a une Vesuva au cimetière, Willgross. On a le Conduit of World, c'est ça le nom, qui permet de rejouer des lands depuis le cimetière. On va vouloir faire Life from the Loam, remonter ce Vesuva. Vesuva, qui a l'air de vouloir arriver comme une copie de... Ah, je me demande si ça aurait pas été intéressant de poser d'abord Dark Depth pour ensuite faire arriver Vesuva, sacrifier Dark Depth. Ah non, 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 ça marche pas. J'ai dit connerie. Parce qu'elle arrive sur le champ de bataille comme étant une copie de machin, et du coup, quand elle. Euh, normalement, elle arrive avec les marqueurs, si je dis pas de bêtises. Donc, on a quand même cette War Room qui peut essayer de nous aider à piocher quelques cartes. Là, c'est quand même complexe pour le joueur d'Azusa. Son oppo est quand même bien en place. On a surtout ce reflet de Kijiki qui peut nous faire une copie de Barogoyf, par exemple. Euh, Donc là, actuellement, on a... Je me demande si le Baro est pas à 4. Ouais, si. Parce qu'on a une créature, il me semble, dans le cimetière adverse. Euh, On veut attaquer avec Moto, qui a la menace contact mortel. C'est plus que raisonnable. À 2. Donc on transforme Moto. Je me demande si j'aurais pas attaqué avec ce Little Boy aussi en même temps. L'Engineered Explosive. On va faire un Spirit Guide pour caster Kellogg. Trésor de Kellogg's. Ensuite, on va faire la capa de Moto. Du coup, discard sa main et récupérer toutes les cartes exilées par Moto. Donc, là, on a récupéré des jolis trucs. Donc, on va pouvoir faire la capa de Moto en sacrifiant un artefact, un autre artefact qui contrôle, mettre un marqueur +1/+1 sur Flamemoire et la transformer en Moto. On a quand même de la jolie carte là, côté. Ouf, oui. Côté Flémoire, on a une force. La Force of Despair, si je dis pas de bêtises, on a Snuff Out. On a récupéré des jolies cartes là sur la Kapamoto. On a Laelia, donc ça annonce quand même un prochain tour assez violent. Donc on va refaire Life from the Loam. On va récupérer du coup, alors non, c'est pas Thespian Stage, c'est l'autre qui va faire une copie d'un land qu'il a au cimetière, si je ne m'abuse pas. On va avoir du coup la commune des trucs des guildes qui en ETB va remonter un land dans sa main. Et on land un fetch et de quoi régénérer ses créatures.
C'est pareil, hein, je saurais plus vous redire le nom. Je m'en excuse très sincèrement. Mais du coup, il peut payer un vert, l'engager et régénérer une créature qu'il contrôle. On va vouloir Snuff Out, c'est la grosse créature là, de Azusa. Là, on peut faire de très très gros dégâts là, côté. Ah oui, on est sur la fin du tour, donc on peut payer un, faire le refait Kijiki, faire une copie potentielle, je pense, de Barrogoyf. Ça me paraît le plus logique. Après, on a Sénédergoyf qui est 4-2, donc c'est un peu moins intéressant, donc on va faire une copie plutôt de Barreau. Ça me paraît logique. Par contre, j'adore les sleeves de ce joueur. Voilà, je pense qu'on est quand même très bien côté flemmoir. On n'a que deux landes côté Azusa. Surtout qu'on a cette Laelia. Voilà. Laelia, de 2 c'est irrité quand elle attaque. Il exile la carte de sa bibliothèque. Il peut la jouer jusqu'à la fin de ce tour. Et à chaque fois qu'une carte ou plus est mise dans l'exil depuis sa bibliothèque ou son cimetière, il met un marqueur +1/+1 sur l'AIA. C'est excessivement fort. Là, on va pouvoir faire vraiment une grosse phase de bourre. On a que 7 PV côté Azusa. Donc là, on peut faire vraiment. Ok, on fait un refait Kijiki sur le jeton gobelin. On décide de faire une grosse phase d'attaque. Sur le trigger Kellogg's, normalement on fait un trésor si je dis pas de bêtises. Du coup on a le trigger Laelia. On va exiler à une prismatique Vista. On va mettre un marqueur +1/+1 sur Laelia. On va avoir deux trésors qui vont être créés aussi par les deux gobelins. On va avoir un total de 3 trésors. Non? Normalement il fait 3 trésors. À moins que ça soit pas une copie du gobelin. Je me suis peut-être leurré. Ah mince, j'avais pas vu cette carte Terminate sur Endurance. J'avais pas vu la Terminate sur Endurance. Bon, c'est une petite erreur de ma part, c'est un petit oubli. Bah, pour pas changer les bonnes habitudes, hein, les amis. Ouais, voilà, je pense que là, c'est quand même plié, hein. On attaque à 4 et 4, 8. Je sais même pas en fait s'il peut y faire quoi que ce soit, parce que on a juste le land qui peut régène. Ah oui, d'accord, on avait une exil de cimetière. On avait une exil de cimetière, donc il a remis à 0 les deux goïfs, enfin les trois goïfs du coup, à 0 d'attaque. Donc ça réduit bien. On Boseiju Moto. Ok. Ok, on a quand même de la réponse. On a quand même un petit peu de réponse donc, côté Azusa. C'est quand même pas encore gagné. C'est pas encore gagné. Par contre, pourquoi le Boseiju est en exil? Ok, là il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et il y a peut-être un land que j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu le land en question. Ça oblige sûrement l'exil. Donc on sac cette food qui a été créé avec le land forêt là, des friches. Enfin non, c'est pas des friches, c'est du trône d'Eldraine. Première édition. Koresh qui nous laisse un petit message.
qui a fait un petit rollback. Ah, d'accord. Ok, je comprends en fait. C'est pour ça qu'il a mis ses cartes dans l'exil. En fait, il fait toutes ses interactions et après rollback pour faire le Saxon Land et exiler tous les cimetières. Ok, donc maintenant je comprends en fait. J'avais pas compris en fait le rollback quand j'ai fait le montage. Et bah maintenant j'ai bien compris ce qui s'est passé. Donc là on a pioché un temple de la fausse divinité. On va faire pour 4 et 1. On fait la War Room. Pour 3, pardon. On fait War Room. Après on est qu'un PV. Ouais, compliqué. Et puis dans le pire des cas, on a encore cette Force of Despair. Dans la main de Flémoire, bon, ça aurait été très compliqué quand même de revenir là-dessus. Bon, eh bien écoutez les amis, hop, on revient au tout début. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, hein, je remercie encore une fois les amis des Arpenteurs du Limousin pour m'avoir permis d'enregistrer ces matchs. Euh, Puis, bah, on a eu du beau match, hein, malgré les duos, on va dire. Euh, on se... Pour les prochaines vidéos, ça prend peut-être un petit peu de temps. J'ai eu quelques soucis techniques, notamment sur mon logiciel qui ne voulait pas reconnaître qui ne voulait plus reconnaître mes vidéos. Donc je vais essayer de régler le problème le plus vite possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis pas un fin connaisseur, je ne connais pas tout, je ne connais pas toutes les cartes. Donc je m'en excuse encore une fois très sérieusement. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Euh, je lis tous vos commentaires avec grand plaisir et avec joie, ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis surtout, abonnez-vous, un petit pouce bleu, et puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.